Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je viens d'avoir 28 ans. Oui, je sais. Au vu de tout ce que je partage ici, on a l'impression que j'en ai 50. 28 égale à 2 plus 8, ce qui fait 10. Voici 10 leçons les plus précieuses, les plus sages que la vie m'a enseignées durant ces derniers temps. J'ai décidé, à chaque anniversaire, je me dois de vous faire un cadeau. Au lieu que vous me fassiez déjà un cadeau, je me dois cela. J'ai essayé de résumer durant toutes ces dernières années, même cette année 2025, quelles sont les expériences les plus marquantes et quelles sont les leçons que j'ai pu tirer de ça. Je vais vous partager tout cela dans cette vidéo en 10 clés. Dans ces leçons, bien évidemment, on va pouvoir parler parfois de relations, parfois d'argent, parfois d'amour, parfois de bonheur, ainsi de suite. Mais je résume les 10 leçons les plus précieuses. Je serais curieux de savoir, de toutes ces leçons que je vais partager, laquelle va le plus te marquer ou laquelle va le plus capter ton attention. Si tu as entre 20 jusqu'à 40 ans, alors cette vidéo te concerne. Si tu es au-delà de ça, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas regarder cette vidéo. Mais je m'adresse majoritairement à des personnes âgées entre 20 et 40 ans. Ces leçons que je vais partager pourraient te sauver la vie. 1. Mon voyage à Bali. En juin 2025, je prenais un billet pour aller passer un mois en Indonésie, précisément à Bali. J'ai fait pas mal d'îles, je me suis promené un petit peu à Bali, Nusa Penida, Gili, ainsi de suite. Mais dans cette expérience-là, un jour, j'avais rendez-vous avec un prof de surf. Je devais me retrouver à la plage avec lui à 7 h du matin pour aller faire du surf. Et c'est le prof. Quand les profondeurs sont assez longues, donc il faut aller avec un prof, ça te protège un petit peu d'une certaine manière. Donc avec ce prof, je viens à 7 h du matin et sous le choc, je vois plein de gens assis à la plage en train de prier à leur manière. Ils faisaient un bruit du type j'entendais des bruits bizarres comme ça et je retourne, je vois plein de gens assis habillés en blanc. Il y avait une petite statuette devant. C'était même pas une statue, il y avait un truc où ils pouvaient poser des offrandes, ainsi de suite, et je les voyais prier. Au début, ma première réaction, c'était waouh, c'est ça qu'ils appellent prier. Et quelques minutes plus tard, j'ai commencé à me dire, mais en fait, ces gens-là ont cru en ça toute leur vie, de génération en génération. Je me suis dit, imagine une personne ici aussi me retrouve moi aussi dans mon pays ou dans ma culture en train de prier. Peut-être que lui aussi va nous trouver cons ou bêtes. Et donc ce jour-là, j'ai appris une belle leçon. Détester quelqu'un ou rejeter quelqu'un à cause de sa religion, c'est pure ignorance. Parce qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est. On voit le monde tel que nous sommes conditionnés. Donc je suis persuadé aujourd'hui que chaque religion est juste une destination qui va mener vers le chemin initial, c'est-à-dire qui est Dieu. Donc chaque religion peut être bien ou pas bien, ça dépend finalement de toi et de ta perception, mais il ne faut pas rejeter les gens. Il ne faut pas les détester à cause de leur religion. Parce que, est-ce que c'est toi qui as raison ou est-ce que c'est eux qui ont raison? De la même manière, tu peux te moquer d'un chrétien parce qu'ils sont en train de chanter dans l'église. Lui aussi peut se moquer de toi parce que tu es en train de faire du sport, à prier, à faire des mouvements. De la même manière, tu peux te moquer d'un bouddhiste ou de quelqu'un qui fait des offrandes sur la rue. De cette même manière-là, cette personne aussi peut se moquer de ta religion. Il n'y a pas de vérité absolue. On ne voit pas le monde tel qu'il est. On voit le monde tel que nous sommes. Alors, acceptez tout le monde, ne pas se mettre dans des divergences à cause d'une religion. 2. Beaucoup de gens préfèrent paraître aujourd'hui plutôt que d'être. Récemment, vous savez, je tourne beaucoup, je vais dans des conférences dans beaucoup de pays et j'étais fasciné un peu de rencontrer certaines personnes dans certains environnements pour ne pas faire des précisions. Quelque chose me fascinait à chaque fois. Je rencontrais des gens qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent, qui ne gagnaient même pas plus que moi, je gagnais beaucoup plus d'argent qu'eux. Mais quand tu les vois, ils se mettent dans des conditions, le peu d'argent qu'ils gagnent, ils vont investir cet argent-là uniquement dans le regard des autres pour que les gens les valident au lieu d'essayer de bâtir leur liberté financière. Supposons tu ne gagnes que 500 $ par mois ou 600 € par mois. Ce 600 €, allez, on va dire même 1000 € ou 2000 €, peu importe ce que tu gagnes. Au lieu de prendre cet argent-là, essayer de l'investir dans des trucs qui vont te rapporter plus tard de l'argent ou bâtir ta liberté financière, toi tu prends ça, tu essayes d'investir dans des choses qui te font dépenser, qui te coûtent, mais uniquement pour impressionner les gens. Comme le disait Will Smith, la plupart du temps, les gens achètent les choses qu'ils n'aiment pas avec l'argent qu'ils n'ont pas pour essayer d'impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. Alors, ça ne sert à rien d'aller dans une quête de paraître, il faut être, c'est le plus important. Parce que celui qui essaye de prouver quelque chose a aussi un vide à l'intérieur de lui qui n'arrive pas à prouver, à combler. Et tout ce que tu n'as pas comblé au fond de toi, tu ne le combleras pas à l'extérieur. Beaucoup de gens me disent quoi à chaque fois? Tu es trop humble, tu es trop modeste, tu es trop simple. Mais finalement, pourquoi être arrogant si je sais qu'il y a plus riche que moi, si je sais qu'il y aura plus intelligent que moi, si je sais qu'il y aura plus beau que moi? La seule chose qui compte, c'est moi, comment je peux me rapprocher
rapprocher le plus possible de mes objectifs, c'est comment je peux être riche, être indépendant financièrement plutôt que de chercher à impressionner. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Et ça, c'est une belle leçon que j'incarne encore et encore. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Soyez dans l'être. Arrêtez de dépenser votre argent pour essayer de paraître. Cela vous ralentit et vous ne bâtirez jamais votre liberté financière en faisant cela. 3. L'expérience de Harvard. La plus longue étude scientifique sur le bonheur a été prouvée. On a pris plus de 724 personnes qu'on a analysées sur plus de 75 ans. On a essayé de traquer leur vie. C'est l'étude qui a coûté le plus, entre guillemets, ça a coûté plus de 20 millions d'euros pour pouvoir traquer la vie de ces gens-là. On a pris des gens de leur adolescence jusqu'à leur vieillesse. À la fin, certains étaient morts, certains étaient vivants et on a recueilli des informations précieuses de ces gens-là. Je résume un petit peu cette étude-là. Il résume une chose. Avoir des relations saines, des bonnes relations, ça rend heureux. Et point. Ce qui veut dire que vous allez souvent entendre des gens dire l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas parce que l'argent est négatif ou quoi que ce soit, non. Mais parce que tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas d'amour auprès de toi, si tu n'as pas des vraies personnes, des personnes de confiance, des personnes auxquelles tu peux vraiment te fier et passer des beaux moments auprès de toi, alors ton argent ne te servira à rien. Aujourd'hui, par expérience, je pense qu'il y a 3 piliers pour devenir riche. Et de tous ces piliers-là, le plus important, le plus puissant, c'est avoir une bonne relation autour de toi. Faites en sorte de vous entourer de bonnes personnes, de personnes qui vous rendent heureux, de personnes qui donnent goût à cette vie-là. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Mais si on la vit bien, auprès de bonnes personnes autour de nous, alors une seule fois, ça suffit. Donc les bonnes relations, les relations de qualité nous font du bien et font le bonheur. 4. Nul n'est prophète chez soi. Tu as déjà entendu parler de cette phrase, mais elle est réelle. Je vais te donner une petite anecdote. Tu vas être là, tu as un talent, tu as une compétence dans ton quartier, dans ta commune, dans ta ville, dans ton pays. Tout le monde sait que tu as un talent, mais comme tu as grandi devant eux ou que tu leur appartiens, le jour où ils auront besoin d'un spécialiste dans ce domaine-là, ils vont aller payer quelqu'un d'autre très loin. On va le payer hyper cher. On va l'amener pour faire un travail que toi, tu sais faire 2 fois mieux que cette personne-là. Peut-être 2 fois plus puissant, 2 fois plus performant que cette personne. Mais comme quand on est proche des gens, ils ne voient pas notre valeur. Quand on appartient aux gens, ils ne voient pas notre valeur. Ils vont aller payer quelqu'un pour venir faire ce travail-là. Et toi, on va t'ignorer. Alors que d'autres personnes vont te payer des milliers d'euros parce que on veut valoriser ton expertise, ton talent. Et plus tard, c'est quand d'autres personnes là vont aller te valider que les gens de chez toi finalement vont commencer à te solliciter. Mais en même temps, n'oublie pas, quand ils vont te solliciter, ils vont essayer, entre guillemets, de te solliciter gratuitement. Parce qu'ils vont toujours avoir du mal à valider ton talent, ton expertise, parce que nul n'est prophète chez soi. Et le conseil pour briser tout ça, c'est va briller quand tu peux briller à l'extérieur. Les gens de chez toi, finalement, finiront par te respecter. Mais tant que tu restes là, même si tu as 10 fois plus de talent, ils vont avoir du mal à percevoir ton talent. C'est comme si je prenais ce téléphone, je le collais à cet objectif. Plus il est proche, moins tu vois sa valeur. Et plus je recule, plus finalement tu vois la valeur de cette chose-là. Parfois, il faut savoir s'éloigner afin qu'on puisse percevoir ta valeur. Ça, c'est une très belle leçon que la vie m'a enseignée durant ces dernières années. 5. L'art oratoire est la compétence qui défonce des portes pendant que le diplôme essaye de l'ouvrir. Oui, je connais des tas de personnes qui ont acquis des diplômes extraordinaires, ils ont des masters, des doctorats. Mais quand il s'agit de prendre la parole pour défendre ces diplômes-là, ces gens-là s'étouffent, n'osent même pas lever la tête pour regarder les gens. À un moment donné, j'avais un projet. Quand j'étais encore plus jeune, j'étais dans un projet de pépites, ainsi de suite. Et on devait présenter nos projets, entre guillemets, à des investisseurs. Je viens, je prends la parole, je présente. On présente mal. J'étais même pas seul. On présente mal le projet. Le projet le plus pertinent n'est pas passé. On n'a pas reçu le financement. On aurait pu être financé à hauteur de 50 000 euros à ce moment-là. Je sors de cette expérience avec une sorte de colère et une sorte de rage envers la vie. Je me suis dit, plus jamais l'art oratoire n'allait être un obstacle dans l'accomplissement de mes objectifs. J'ai commencé à me former, à m'améliorer. De ce jour dont je te parle jusqu'à aujourd'hui, j'ai tenu plus de 50 conférences et ma vie a totalement changé. Moi qui voulais une sorte de financement pour 50 000 euros pour mon projet, j'ai personnellement généré la moitié d'1 million en faisant ce métier, mais tout ça peut être accompagné par une compétence.
Le fait d'améliorer mon art oratoire. Parce que même si je suis excellent dans le coaching, si je n'ai pas la bonne méthode pour partager cela, eh ben je meurs. Je ne peux pas évoluer dans ce domaine-là. Et vous allez aussi voir beaucoup d'hommes politiques, des leaders. Certains sont vraiment appréciés des gens. Dès qu'ils ouvrent leur bouche, c'est parce qu'ils ont développé un très bon art oratoire. Donc mon conseil pour toi, c'est ça. Peu importe ce que tu vas avoir comme diplôme, n'hésite pas aussi à te former, à te perfectionner en art oratoire. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je te fais quand même un petit cadeau. Tu regardes en dessous, il y a ma formation Éloquence 2.0 que tu peux souscrire, qui peut te permettre, peu importe qui tu es, élève, étudiant, salarié, entrepreneur, directeur, PDG, peu importe, tu peux te former à travers ce programme-là pour comprendre tous les rouages de l'art oratoire et que quand tu prendras la parole, tu puisses impacter les gens. C'est ce qui me permet aujourd'hui de tenir des conférences, parfois plus de 6 heures du temps. Et tu demandes encore aux gens, on s'arrête là, on te dit non, s'il te plaît, on continue. Si tu n'as pas encore participé à l'une de mes conférences, tu peux te renseigner ou faire en sorte de participer à ma prochaine conférence qui arrive très bientôt au Bénin, le 6 décembre à Cotonou, à l'hôtel Azalaï. Tu auras aussi des infos dans la description de cette vidéo. L'art oratoire, savoir manier les mots, c'est aussi savoir manier les cœurs. 7. L'habit ne fait pas le moine. Mais le moine se reconnaît par son habillement. Tu n'es pas Bill Gates, alors habille-toi bien, proprement. Je ne te demande pas d'en faire trop, d'en faire énormément. Mais j'ai compris aujourd'hui que la manière dont tu vas t'habiller va déterminer la manière dont les gens vont te percevoir. Il y a quelques années, je devais organiser ma conférence Déclic. Je t'ai raconté ça ici. Je suis allé pour réserver la salle. Je suis venu avec casquette à l'envers, short. On ne m'a même pas donné une place pour m'asseoir. Je venais pour négocier le prix de la salle. On se disait, mais c'est qui lui là? Un jeune Renoir qui vient pour une salle qui va coûter des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. La salle coûtait plus de 12 000 euros. On m'a pas donné l'heure. Le lendemain, je suis allé chez le coiffeur. Je me suis habillé en costume. Je viens, j'adresse la parole à la même personne. On m'a confondu à quelqu'un d'autre finalement. On m'a donné de la place. On m'a donné à boire. On m'a demandé si je voulais un café ou un thé ou un jus. On m'a installé et on m'a écouté. Ce qui veut dire, peu importe qui tu es, les gens ne peuvent pas percevoir ici qui tu es à l'intérieur. C'est la manière dont tu vas te présenter qui va déterminer la considération qu'on va t'accorder. Je ne te demande pas d'en faire trop, costume, cravate, ainsi de suite, 3 pièces, non. Mais habille-toi proprement et habille-toi en fonction de comment tu veux qu'on te perçoive. Je sais plus si on est à 6 ou 7, mais 7. L'éducation financière est la clé pour l'abondance financière. Beaucoup de gens ne peuvent pas devenir riches parce qu'ils n'ont pas compris que la première étape pour devenir, c'est de savoir, c'est-à-dire se former financièrement. Là où j'en veux à l'école, c'est que l'école ne forme pas les gens sur les bases de l'argent. On sera confronté toute notre vie à l'argent. Si l'école nous avait montré, nous avait expliqué, comme le dit Robert Kiyosaki dans son livre, que les piliers de l'enrichissement, ça va être de l'accumuler, accumuler soit à travers le salariat, et on est limité dans ce sens-là, ou soit à travers l'entrepreneuriat ou plusieurs sources de revenus, et ensuite épargner de l'argent parce que peu importe combien tu gagnes, si tu ne sais pas mettre d'argent de côté, tu ne vas jamais t'en sortir. Et après te dire que si tu épargnes de l'argent, tu le laisses sur ton livret A, la banque est en train de gagner sur toi, l'inflation est en train de bouffer ton argent et que tu devrais apprendre à investir cela. Et apprendre aux gens aussi qu'on peut investir soit dans la bourse, soit dans les crypto-monnaies, dans du bitcoin, ou soit dans l'immobilier, où il y a d'autres domaines d'activité aussi dans lesquels tu peux mettre ton argent comme les transports, ainsi de suite. Mais savoir que tu dois savoir accumuler de l'argent, épargner de l'argent et investir de l'argent et ne pas être dans le paraître, faire des priorités pour bâtir ta liberté financière. L'éducation financière est la clé ultime vers l'abondance financière. Je suis content aujourd'hui d'apprendre cette leçon-là avant un certain âge parce que je sais que c'est quelque chose que je vais encore inculquer encore et encore, non seulement à mon entourage, mais aussi à mes futurs enfants. Et ça, c'est crucial. 8. Ton ou ta partenaire de vie doit être ton ou ta première fan. Je le dis et je le répète, la personne avec qui tu vas être en couple ou en mariage ou même en concubinage, peu importe, doit être ton ou ta première fan. Supposons que tu fais des vidéos, tu es créateur de contenu, tu as commencé à faire des vidéos. Si ton ou ta partenaire n'est pas la première personne qui va prendre son téléphone pour liker, pour commenter, pour partager, ne te soutient pas dans ce que tu fais, je pense que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Parce que cette vie-là ne se limite pas à je t'aime, la beauté, ainsi de suite. Non, c'est aussi avoir un combattant de guerre, quelqu'un
quelqu'un qui va aller chercher avec toi. Donc si tu es avec quelqu'un, je n'ai pas dit tu es dans un projet de merde. Parfois, même si c'est un projet de merde, cette personne-là doit être capable de t'encourager et de te raisonner intelligemment. Mais si tu es avec quelqu'un, ton projet est là, la personne est là, elle est totalement opposée, limite même contre, alors ça c'est contre-productif. Et c'est une question qu'on m'a posée récemment lors de ma conférence à Kinshasa. Il y a un jeune homme qui était là, qui avait des beaux projets, mais sa femme n'était pas très OK avec ces projets-là. Je lui dis, il y a des questions que tu dois poser dès le début, parce que les petits signaux que tu vas ignorer au début seront les mêmes raisons qui vont te faire fuir plus tard. Alors ton ou ta partenaire doit être ton ou ta première fan. Regarde ça très bien. Et quand tu trouves cette personne-là, je pense que tu auras aussi gagné un plus dans tes critères de sélection de ton ou ta partenaire. Et la 9e leçon que j'apprends du haut de mes 28 ans, et c'est vraiment une leçon cruciale, ça va être que la répétition est la clé. Je paraphrase un petit peu cette phrase de Bob Marley. Pour devenir un maître dans un domaine, il ne s'agit pas d'avoir 4000 coups que tu vas mettre une fois, mais plutôt d'avoir un coup que tu peux mettre plus de 4000 fois. Ça veut dire la répétition que tu vas mettre, l'habitude de répétition que tu vas construire dans ton projet va déterminer tes résultats. Le plus important, ce n'est pas de savoir faire 4000 coups par hasard comme ça une seule fois. Non, c'est de savoir donner un coup 4000 fois. Dans cette maîtrise-là, tu vas pouvoir accomplir de grandes choses. Quand je regarde ma vie, mon travail, mes activités, mes conférences à l'époque n'ont rien à voir avec mes conférences d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis 10 fois plus à l'aise. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la répétition, l'exercice, encore et encore et encore. Les vidéos, c'est pareil. Descends en bas. Tout ce que je te dis, c'est pas du bobard. Tu descends en bas, tu vas voir mes premières vidéos. Ça n'a absolument rien à voir avec les vidéos que je peux faire aujourd'hui en termes de qualité. Qu'est-ce qui a fait ça? Ça veut pas dire que je sais faire 4000 choses. Non, mais je sais faire une chose plus de 4000 fois parce que je l'ai fait encore et encore et encore. Ça fait des années que je suis dans ce domaine. Finalement, ça fait que quand je sors quelque chose, tu as l'impression que c'est parfait. Mais parce que j'ai mis de la répétition dans tout ce que je fais. Alors, je t'invite à accepter de mettre de la discipline et de la répétition dans tout ce que tu fais. Cela va déterminer ton avenir. Et enfin, 10, la 10e leçon, et tout le monde devrait incarner cette leçon dans sa tête. C'est Jim Rohn qui le dit. L'éducation formelle te fera vivre. Mais l'auto-éducation te fera faire fortune. Imaginons bien les choses. Moi, je m'appelle Karamo, comme tu le sais déjà. J'ai une licence en banque finance, une autre licence en économie gestion et ensuite un master en marketing et stratégie des marques. J'ai un autre diplôme d'entrepreneur. Tout ça, c'est l'éducation formelle. Ça aurait pu m'aider à vivre, à obtenir un job, avoir un salaire de 2000 euros, 2500 euros et pouvoir m'en sortir, prendre des crédits, ainsi de suite. Mais moi, j'ai décidé de choisir en parallèle de tout ça, l'auto-éducation. C'est-à-dire 80% de ce qui me fait gagner ma vie aujourd'hui, ce sont des compétences que j'ai apprises à côté de mes études. C'est-à-dire le montage vidéo, c'est-à-dire l'art oratoire, c'est-à-dire savoir manipuler l'ordinateur, c'est-à-dire savoir utiliser certaines compétences techniques, utiliser l'IA, ainsi de suite. C'est-à-dire savoir vendre, savoir négocier. Toutes les compétences que j'ai apprises en parallèle de mes études sont en train de me servir aujourd'hui plus que ce que j'ai appris en classe. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en classe. Non, l'école te permet d'avoir des bases, les fondamentaux. Ça te permet de vivre. Mais si tu veux faire fortune, tu dois t'auto-éduquer, apprendre une compétence aujourd'hui en particulier. C'est quoi le Bitcoin? C'est quoi la bourse? C'est quoi l'immobilier? C'est quoi le e-commerce? C'est quoi la création de contenu? C'est quoi le montage vidéo? C'est quoi le graphisme? Choisis quelque chose et éduque-toi dans cela. Fais de l'auto-éducation, forme-toi, paye des formations toi-même. Cela te fera faire fortune. J'en suis l'exemple parfait de cela. Voici 10 leçons, 10 plus belles leçons que la vie m'enseigne du haut de mes 28 ans. Je suis ravi de pouvoir te partager ça. Je sais, ça fait un petit moment que je ne fais pas du développement personnel pur et dur sur cette chaîne, mais je vous promets que 2026, je reviens en étant plus organisé. On continuera de parler business, mais on continuera aussi de partager quelques clés, des leçons de vie et tout ce qui va avec. Dis-moi, de toutes ces 10 leçons que je te partage ici, laquelle résonne le plus en toi? Partage-le-moi dans les commentaires. Je serai très ravi de pouvoir te lire, t'entendre et même te répondre. Merci d'avance pour les souhaits d'anniversaire. Tout cela me touche énormément. Je suis ravi d'avoir commencé tout ça auprès de vous ici. J'ai commencé ce métier depuis très très tôt. Aujourd'hui, j'en ai 28 ans. Je suis ravi que l'aventure soit à ce niveau, mais on n'a pas encore fini. On n'est qu'à 7%. Merci de me faire confiance. Merci d'être là. Merci pour tous les souhaits. Et moi, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous le 6 décembre à Cotonou, à l'hôtel Azalaï pour le méga concert éducatif. C'est le dernier qu'on fait cette année. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.